Donc bonjour à tous et je vous souhaite chaleureusement la bienvenue. Je m'appelle Mélissa, je suis membre de la Peace Food, je suis aussi membre de l'Institut de conservation et c'est un grand honneur de vous recevoir. Je pense que ce sera une discussion très intéressante. Ce webinaire a été co-organisé par IPA et l'Institut pour la souveraineté des terres, des forêts et de la nourriture. Donc nous avons quelques rappels techniques. La séance sera enregistrée et l'enregistrement sera disponible par la suite. Nous avons également l'interprétation simultanée en 4 langues, en anglais, en espagnol, français et portugais, que vous pouvez utiliser à travers les boutons au bas de votre écran du Zoom. Nous allons également utiliser la boîte de questions et réponses, Q&A. Vous pouvez déjà poser vos questions, mais continuez à ajouter vos questions même si vous en avez déjà posé une. Et pendant la dernière demi-heure, nous pourrons répondre aux questions et les utiliser sur notre panel. On aura pas mal de temps pour la discussion. Donc maintenant, pour nous occuper du thème, pourquoi ce webinaire et pourquoi maintenant? Il y a bientôt 15 ans que nous avons adopté les lignes guides sur les forêts dans un contexte de sécurité sur la nourriture. Tout cela a été approuvé par le comité et il y a bientôt 2 décennies depuis la première conférence ICODE internationale sur la réforme agraire et le développement du monde. Malgré ces événements marquants, les inégalités foncières continuent d'être une question critique et à empirer, comme nous avons souligné l'année dernière avec le rapport de 2024 de la diminution des terres. Donc, ce sont les communautés qui s'occupent de la sécurité alimentaire et qui protègent les écosystèmes qui sont déplacés par les marchés des terres et le prix des terres a plus que doublé pendant ces 15 années. L'agriculture s'est répandue et l'augmentation des mécanismes qui a exacerbé cette crise. Depuis cela, ils ont dû être sortir des terres et cela a empiré la question des fermiers et des agriculteurs et cette feuille de route pour, faire face au marché de carbone ont souvent empiré la question en menant à des expulsions de fermiers. Mais du côté positif, nous avons également maintenant nous sommes une attraction internationale autour de cette, feuille de route pour avoir, à nouveau ce thème principal et pour construire un chemin vers un environnement de gouvernance agraire, pour qu'il y ait des droits aux terres pour les communautés, les petites communautés qui produisent notre nourriture. Donc les preuves pour cela, nous avons vu les priorités au cours des, premières réunions, la conférence des parties pour la convention sur la biodiversité et cela a été complètement intégré dans cette, question de la désertification de l'UNCCD. En v En attendant la COP 30 au Brésil, on aura ensuite en Colombie la CON +40, +20 qui montreront des opportunités pour la gouvernance au centre de ces débats sur, la nourriture, le climat et la biodiversité et pour commencer à construire une approche sur la justice climatique avec un accès aux terres et un contrôle au centre de cela dans tout le monde et tous les lieux, sur tous les territoires. Donc afin de suivre cette feuille de route, nous avons des interlocuteurs, des panélistes. Nous verrons Benjamin Davis qui est directeur, pour l'égalité des genres, dans cette institution des Nations unies.
Il s'occupe des politiques d'agriculture en Amérique latine et mondialement. On aura Nuri Martinez également est représentative, qui représente le syndicat et de la Via Campesina, qui est une organisation très importante. Il est, agriculteur en Colombie et s'occupe nationalement et à travers des plateformes internationales. Nous allons également écouter José Quiroga, vice-ministre de l'Agriculture et du Développement en Colombie. Il a beaucoup d'expérience, dans le développement et les mesures agraires. Nous aurons ensuite Monsieur Nascimento, qui s'occupe du développement agraire au Brésil. Et ensuite, pour le développement en Afrique du Sud, par Terry, qui a beaucoup d'expérience sur l'implémentation des politiques pour les droits aux terres en Afrique du Sud. Et ensuite, Monsieur Massakone au Sahel, en Afrique de l'Ouest, qui parlera de la mobilisation pour la souveraineté alimentaire dans sa région. Nous avons beaucoup d'interlocuteurs à travers ces politiques mondialement de plusieurs pays du monde. Donc nous allons commencer avec une série de présentations de 8 minutes et ils vont se parler les uns les autres et s'assurer que la conversation pourra être fluide. Ensuite, nous aurons une séance de questions et réponses comme je l'ai dit plus tôt. Notez vos questions, s'il vous plaît. Nous allons commencer avec Monsieur Benjamin Davis, qui va nous parler de toutes ces questions globalement. Je vous passe la parole et j'aimerais que vous vous concentriez surtout sur, cette partie des inégalités et ce qui a changé depuis la dernière conférence de l'ICARD il y a bientôt 20 ans. Merci beaucoup Melissa pour cette présentation et aux organisateurs pour votre invitation. Je vais partager mon écran rapidement pour vous montrer ma présentation. Est-ce que c'est visible? Oui, très bien, merci. Je vais vous montrer, toutes ces questions des rapports que nous allons présenter pour la réforme de la tenure foncière. Voilà. Donc, tout d'abord, comme vous l'avez, mentionné, notre rapport, vient dans un contexte d'un moment de tenure globale, comme vous l'avez comme vous en avez déjà parlé. Donc, pour vous donner, quelques points du rapport, l'inclusion des droits à la terre a été une partie très importante et comme vous pouvez le voir, d'après ces données, malgré l'augmentation, comme vous le voyez, à partir de l'année dernière, les indicateurs sont encore assez bas malgré les augmentations des SDG d'1,4.2. Cette proportion des personnes avec des documents reconnus pour les droits aux terres, il y a eu moins de progrès en termes de progression de la sécurité de la tenure et 49 pays, dont 15 d'entre eux ont eu des rapports sur les SDG. Et malgré cette accélération des rapports, il y a beaucoup plus d'efforts, d'adaptation des méthodologies et des données utilisées et plusieurs pays sont conscients de cette nécessité
de rapports avec des données pour évaluer la progression depuis 2020. Depuis l'adoption des VGT, 70 pays ont incorporé ces principes de responsabilité, de la gouvernance sur les terres. Et ici, vous voyez le tableau qui vous montre plusieurs cadres juridiques développés en Afrique qui ont été les plus dynamiques pour engager ces régions. Et nous continuons de recevoir des demandes pour soutenir ces processus, ces procès qui montrent c'est toujours une priorité pour beaucoup de pays. D'un autre côté, vous voyez qu'il y a ces politiques sur les terres, ces documents qui viennent de 172 pays de par le monde sur une période spécifique. En gros, nous allons vers les législations les plus récentes sur ces documents qui viennent depuis l l'année 2000. Et malgré plusieurs cadres qui sont utilisés au niveau des de toutes ces politiques pour la gouvernance et pour les droits de l'homme, les droits humains et les droits des terres, les droits fonciers qui sont assez bas, mais tous les principes associés représentent moins de 20 des pays et c'est cette partie un peu verte et là, vous voyez le vert plus foncé qui est assez bas encore. Il y a beaucoup de travail à faire dans ce sens. Une grande contribution du rapport est la caractérisation de l'État sur ces systèmes. Ce que nous trouvons sur ces données, c'est que les États ont beaucoup d'autorité sur, avec 26 des individus qui ont ces collectivités. Et ce statut n'a pas été reconnu pour 21 des cas. Donc ces terres sont désignées à d'autres personnes. 28 est public, 13 collectif avec des droits reconnus, sans documentation des propriétés et 21 ne sont pas reconnus et sont occupés par des peuples autochtones. Et d'autres droits de douane. Les terres non étatiques, 18 vient des propriétaires et d'autres droits de douane. Donc 21 sont des terres privées entre les mains des États qui sont accessibles, 18 d'individus et d'entreprises et 45 occupés par des systèmes de douane. Il n'y a que 8 qui sont reconnus avec des documentations individuelles et collectives. Donc il y a beaucoup de façons de voir, de classifier tout cela. J'espère ne pas vous avoir confondu, mais vous avez tout ça en détail dans les rapports. Donc, de par cette perception des possessions des terres, en 2024, nous avons une personne sur 4 qui se sentait en situation d'insécurité, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Les personnes qui avaient des propriétés avaient les niveaux les plus bas de sécurité et pour les familles, cela a augmenté également, cette sensation de sécurité, mais les revenus fonciers ont fait tout cela baisser. Donc les personnes qui n'ont pas de documentation sentent plus d'insécurité et les personnes qui n'ont pas de
papier représente 30%. Bien que l'augmentation de l'insécurité dans ce sens ait été plus dramatique entre ceux qui ne détiennent aucun type de papier, de document, qui allait de 24 à 30% en 2024, tout cela montre qu'il y a une augmentation de vulnérabilité chez les populations qui sont déjà vulnérables. Nous voyons sur l'écran que dans certains pays, il y a une augmentation et dans d'autres une diminution. 24 de tous les 24 pays ont montré qu'il y a une diminution statistique conséquente concernant la sécurité foncière et comme cela a été souligné dans ce rapport que Prendex a lancé, c'est particulièrement fort dans ces zones en Asie, en Amérique latine, cette insécurité, dans les Caraïbes également. Donc ma dernière diapo montre des points essentiels. Tout d'abord, l'action climatique pour mitiger les problèmes climatiques peut mener à la délocation de communautés et populations rurales. Et la faible sécurité pour cette propriété des terres est montrée par le rapport qui souligne certains points. L'importance de la sécurité foncière individuelle et collective pour ces groupes marginalisés pour promouvoir l'utilisation durable. D'un autre côté, les systèmes traditionnels doivent être renforcés pour qu'il n'y ait pas d'exclusion. Et en troisième lieu, l'importance à cet accès. C'était le troisième point et je reviens au quatrième. Soutenir l'utilisation durable de la terre en promouvant l'agroécologie et l'utilisation durable et responsable des terres. Nous vous remercions pour votre attention. Mélissa, on ne vous entend pas. Je vois que vous parlez, Mélissa, mais on ne Mélissa, vous je entend vois pas. que vous parlez. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Super. Alors, tout d'abord, excusez-moi, je disais merci beaucoup, Benjamin, pour votre super panorama des inégalités que l'on retrouve notamment et qui motivent des politiques publiques et des actions. Nous allons maintenant passer la parole à Massa Koné, qui va nous parler un petit peu plus de la façon dont il voit ces mouvements globaux, notamment en Afrique de l'Ouest. Il va nous parler de la façon dont les communautés sont affectées, les communautés locales, notamment au niveau de la production d'aliments. Quel est l'impact sur la vie, sur les moyens de subsistance aussi des communautés, des populations locales. Massa, donc si vous êtes ici, est-ce que vous pouvez prendre la parole, Massa? Nous vous écoutons, Massa. Merci. Merci de m'avoir donné la parole sur cet espace. Je m'en vais vite parce que je n'ai que 8 minutes. Nous sommes ici aujourd'hui pour affirmer un cri universel, un principe fondamental qui est ma terre, ma vie. La terre est bien plus qu'une simple ressource. Elle est multidimensionnelle, nourricière, environnementale, sociale, spirituelle, culturelle, économique et politique. Elle constitue le fondement même de la société et du système alimentaire territorialisé et durable. Pourtant, malgré l'existence de ces cadres internationaux comme les directives volontaires, le premier CIRAD, la question reste alarmante. Les inégalités foncières s'aggravent de manière très alarmante. La question foncière est aujourd'hui une bombe sociale à retardement en Afrique de l'Ouest.
Notre intervention vise à dénoncer les dynamiques d'appropriation et d'accaparement et à exposer les conséquences dramatiques et surtout à proposer des pistes concrètes pour une réforme véritable, transformatrice et juste. Nous devons saisir des opportunités offertes pour une échéance comme la COP 30 et puis le nouveau CIRAD, qui est vraiment pour nous très capital. Le contexte alarmant de l'accaparement des terres. Nous assistons aujourd'hui à une dynamique d'appropriation silencieuse, technocrate souvent habillée des langages de développement durable. L'accaparement classique a muté vers une forme d'accaparement vert. Et ça, c'est très, très important. Les nouvelles justifications d'accaparement. L'accaparement est justifié non au nom de la transition énergétique et de la résilience climatique ou de la sécurité alimentaire. Des millions d'hectares sont convertis aux actifs carbone ou placés sous le contrôle d'intérêts privés. La compensation carbone, les investissements justifiant l'exclusion des communautés, surtout rurales, sur leurs terres. La logique d'extractivisme global. Cette dynamique s'inscrit dans la logique d'extractivisme global, quel que soit minier, forestier ou agro-industriel, souvent encouragé par des politiques nationales déconnectées des réalités locales et la complicité d'expansion de l'agriculture industrielle. L'Afrique, l'ampleur des phénomènes en Afrique de l'Ouest, les chiffres sont éloquents et alarmants. De 2000 à 2017, l'ILC a recensé 560 transactions, dont 580 contrats signés et 17 contrats verbaux. Ces transactions portent sur des superficies au total de 15 775 666 hectares en Afrique de l'Ouest. Ces terres sont destinées à des usages variés: agro-industrie, agro-pastoralisme, protection, production de carburant, extraction minière et écotourisme. Et spécifiquement en Afrique de l'Ouest, 8 millions d'hectares de ces terres accaparées entre 2000 et 2012 selon la Copagène. Vous voyez que c'est très alarmant pour les communautés. On dit des terres vacantes sans maître. Il est crucial de souligner que ces terres ne sont ni vacantes ni sans maître. L'accession massive facilitée par des États au profit des entreprises nationales, internationales et même des pays étrangers. Souvent, ces acquisitions à des fins de spéculation, particulièrement par des centres urbains, sont les faits des élites, surtout les élites, les politiques. La conséquence est très dramatique. Les conséquences de ces accaparements sont dramatiques par le peuple et les territoires. L'impact direct des communautés. Les communautés entières perdent leurs terres ancestrales et coutumières, ainsi que leurs moyens de subsistance, qui aggravent la pauvreté et la faim. Les défenseurs de ces fonciers sont criminalisés et les conflits fonciers se multiplient et entretenus par des flous juridiques. L'alimentation est menacée au profit de la logique marchande de globalisation. La situation particulière des femmes et des jeunes, ça c'est très très important à tenir compte. Ces groupes essentiellement sont particulièrement vulnérables. L'exploitation agricole familiale assure 90% de nos systèmes alimentaires ouest-africains. Les femmes agricultrices contribuent à la production à 80% des denrées alimentaires de base. Malgré cela, les femmes agricultrices travaillent moyennant 12 heures par jour plus que les hommes. Elles ne représentent que 8% des propriétaires foncières et accèdent seulement à 10% des crédits disponibles dans les banques de l'Afrique de l'Ouest. Elles sont plus vulnérables face à des crises alimentaires et financières, au choc climatique, et sont dévastées par un faible niveau d'éducation. Elles occupent moins d'un quart des postes de responsabilité dans les organisations. L'échec des approches actuelles, qui est très important, malgré les outils, les actions existantes sur les directives volontaires qu'on a eu à avoir, ou les conférences, les différentes grandes conférences, l'approche non contraignante n'est pas suffisante.
ça veut dire qu'on doit tenir compte. Cette dynamique approche systémique des mécanismes multilatéraux actuels à répondre aux besoins urgents des communautés est manifesté, ce qui impose la nécessité d'un changement d'approche vers une réforme transformatrice des pistes et des changements. Ces réformes auraient être une opération cosmétique et technocratique. Elles doivent s'enraciner dans les justices sociales, la rétribution équitable et la reconnaissance des droits coutumiers des communautés des peuples autochtones. Dans cet esprit, la convergence globale propose, dans le cadre du CIP, la reconnaissance juridique de ces droits coutumiers des communautés. Il est essentiel de limiter les domaines privés de l'État aux terres immatriculées et d'en extraire les terres sur lesquelles portent les droits coutumiers. Cela renforce la sécurité des régimes fonciers pour les communautés paysannes autochtones. Ça, c'est très important. Le moratoire immédiat pour les projets extractivistes et climatiques, le renforcement des systèmes alimentaires paysans et la promotion de l'agroécologie paysanne, qui est une bonne solution. Donc, l'institutionnalisation de la participation des communautés aux solutions doivent venir des populations directement affectées par l'élaboration et la mise en œuvre de ces suivis des politiques foncières, la mise en place d'un mécanisme de régulation internationale contraignant. Ces mécanismes sont nécessaires contre l'accaparement, notamment dans les chaînes de valeur mondialisées. La création d'un observatoire foncier inclusif et fonctionnel. Elle s'agit, entre autres, de placer un observatoire régional et des observatoires nationaux, incluant notamment les organisations de la société civile, comme en Afrique de l'Ouest, la CGLT, le COPAGEN, l'EUROPA, et surveillant l'évolution foncière régulière des conflits, et assure que les terres restent un bien commun. L'application du consentement libre et éclairé, qui doit être contraignant, qui est très, très important. La protection des défenseurs des droits humains est impérative à ce travail. La discrimination positive en faveur des femmes, par exemple, octroyer 15% des terres aménagées par les institutions politiques ou parapolitiques pour des groupes de femmes et des jeunes motivés, comme c'est le cas au Mali. Et plus de processus d'expropriation doivent respecter la modalité des compensations et des recasements. Je finis par une conclusion qui est très importante. Le moment historique, soit nous continuons à aménager les logiques d'accaparement au nom de la modernisation, soit nous opérons à un véritable changement de paradigme, des réformes. De réformer la terre, cela n'est pas simplement la redistribution, c'est repolitiser son succès, sa gouvernance et sa vocation. Le futur que nous devons bâtir doit être façonné sur des communautés elles-mêmes, fondées sur leur vision, leurs droits et leur dignité. Il est impératif de soutenir les conférences du CERAD plus 20 en février 2026 en Colombie et d'en garantir des résultats pour la mise en œuvre ambitieuse pour une gouvernance foncière responsable, inclusive et équitable. Je clôture mon appel avec un vibrant appel. Rappeler l'essentiel à ceux qui nous écoutent et à ceux qui doivent décider pour nous que notre terre, c'est notre vie et que chacun doit tenir compte de cette terre-mère qui a accompagné les communautés depuis des siècles. Et c'est à partir de cette terre-mère est né les États, les businessmen, et qui doivent tenir compte que la terre n'est pas un simple marchandise, c'est un bien commun qui contribue à la souveraineté alimentaire. Et ça, c'est très, très important. Merci à vous tous. Merci énormément de partager ce message avec autant de passion qui montre bien combien la terre est importante, non seulement du point de vue économique,
mais aussi du point de vue culturel et social pour les communautés. Merci de faire entendre votre voix, cet appel qui est un appel à la justice. C'est quelque chose de très important pendant le moment crucial que nous vivons actuellement. Maintenant, je voudrais demander à notre troisième intervenant, Nouri Martinez, de prendre la parole et qui va nous parler des priorités des mouvements sociaux et des organisations paysannes dans ces contextes. Quelles sont les priorités qui viennent de la part de la gouvernance, des mouvements de gouvernance foncière et des défenseurs de la réforme agraire? Et depuis votre perspective, quels sont les problèmes, disons, au niveau de l'ICAR de plus 20 que nous devons essayer de résoudre? Et quels doivent être les nouveaux paradigmes dans lesquels nous devons travailler afin d'atteindre une justice, une situation de justice foncière? Nouri, nous t'écoutons. Merci beaucoup, merci aux organisateurs et organisatrices de cette rencontre si importante. Et je vais parler maintenant ici au nom de Via Campesina International et du groupe de travail notamment de territoire du CID, le comité international donc, de l'aide, et c'est une organisation de base. Je voudrais dire tout d'abord que pour nous qui luttons au sein de nos organisations pour une réforme agraire intégrale, démocratique, basée principalement sur la souveraineté alimentaire, et je voudrais qu'on prenne en considération également le fait que en 2006, quand on a eu la première conférence internationale de la réforme agraire et du développement rural, nous avons eu comme principale conclusion le besoin de construire les directrices de la tenure foncière que nous souhaitons voir. 10 ans plus tard, nous avons fait évoluer ces directives et nous avons proposé aussi une évaluation de ce qui avait été mis en œuvre. Et on a reconnu que les organisations sociales avaient utilisé ces directrices avec succès, notamment pour renforcer leurs engagements et ceux de leur gouvernement auprès de politiques publiques qui respectent donc ces directives. Toutefois, la mise en œuvre des directives en question ont de nombreux problèmes encore, font face à de nombreux problèmes et font face à des problèmes liés à la destruction des écosystèmes qui continuent et également aux expulsions de communautés. On a donc des situations de violation des droits humains et des risques au niveau de la sécurité alimentaire pour les communautés. Et nous avons également la paix qui est en jeu actuellement. La conférence internationale concernant les droits à la terre et au territoire et la réforme agraire dans un cadre multilatéral a pour objectif donc de coordonner, de proposer une coordination globale visant à apporter une réponse, notamment pour lutter contre la concentration de la terre entre les mains d'entreprises financiarisées et d'élites financières. Dans ce contexte, nous sommes heureux de savoir que la Colombie va organiser la 2e conférence internationale de la réforme agraire, CIRADRE plus 20 donc, et bien sûr, nous soutenons ce processus qui a abouti à l'approbation de la proposition donc de la sécurité alimentaire mondiale et au Conseil de la FAO. Nous avons beaucoup d'attentes vis-à-vis de cela. Nous croyons que cette conférence va nous offrir un espace multilatéral qui est absolument urgent et nécessaire pour pouvoir évaluer les avancées au niveau de la gouvernance responsable de la terre, de la pêche et des forêts, et de se mettre d'accord sur des politiques publiques qui soient efficaces afin d'aborder des questions liées à la terre et aux ressources naturelles de façon générale, notamment l'accaparement de terre et l'augmentation de la concentration de la terre, le changement climatique, la dégradation de la terre et la perte de la biodiversité. La violence contre les défenseurs et défenseuses des droits à la terre, la discrimination contre les femmes et les filles, et les conflits et la guerre. Plus concrètement, nous pensons que cette conférence doit analyser absolument la situation mondiale dramatique d'exposition des communautés qui sont donc exposées à l'accaparement de terres, des ressources naturelles, de l'extractivisme et la concentration des terres entre les mains donc d'élites ultra riches. L'accaparement de terres et de ressources sont responsables notamment de la crise financière en 2009 qui ont provoqué un déplacement de certaines communautés soumises à la violence, des destructions d'écosystèmes. Et depuis l'année 2000,
des accords transnationaux ont été créés hein, au sujet de 55 millions de terres, 80% desquelles, d'accord, la plupart des productions ont été créées grâce à la biodiversité et la plupart des ressources et des opportunités d'investissement qui, qui, qui permettent donc de revoir la logique des matières premières qui sont utilisées. 8,5%. Les marchés mondiaux des terres agricoles ont progressé en moyenne de 8,5% en 2023 et les rendements des terres agricoles sont valorisés, plus que celles des céréales et autres matières premières agricoles, de l'or et du pétrole. Des chiffres récents indiquent que diverses formes d'accaparement de terres ont doublé les prix des terres dans le monde depuis 2008, exerçant une pression énorme sur les populations et les communautés rurales. Par ailleurs, les impacts sur les communautés et les territoires et les prix de la terre et l'accaparement de la terre alimentent des changements structurels au niveau de la distribution des terres et du contrôle des ressources naturelles, ce qui a conduit à une plus grande concentration de la terre. Les inégalités foncières ont augmenté depuis les années 1980, n'ont fait qu'augmenter depuis les années 80. En raison de l'expansion de l'agriculture industrielle, les politiques économiques et commerciales donnent la priorité aux matières premières, et ça c'est quelque chose d'absolument terrifiant, puisque 80% des terres cultivables du monde sont contrôlées par 1% des exploitations agricoles les plus grandes du monde. En attendant, les exploitations de moins de 2 hectares représentent 84% de toutes les exploitations agricoles, mais sont responsables de 12% seulement des terres agricoles du monde. Une distribution donc très inégale des terres et du contrôle de la terre également, qui se traduit par une concentration au niveau des bénéfices de la terre également. Les paysans, les paysannes, les pêcheurs, les pêcheuses artisanaux et artisanales, les pasteurs et les peuples autochtones produisent plus de la moitié des aliments consommés par la population mondiale sur seulement 35% des terres arables de la planète. 59% des principaux aliments qui sont produits seulement sur une toute petite partie de la terre, ce qui compromet la productivité et la production, qui représente donc une grande partie de la culture essentielle pour une alimentation saine. Pour les petits producteurs d'aliments par les autochtones, des communautés et des travailleurs depuis la première CIRADR en 2006, l'adoption des directives volontaires sur la gouvernance foncière en 2012 et l'adoption de nouveaux instruments normatifs tels que la DNUDPA sur le droit humain. Et c'est une partie de ce que nous devons prendre en compte, et des femmes rurales, pour promouvoir des processus participatifs de politique publique nationale, multisectorielle, pour répondre aux réalités des territoires en tenant compte de la diversité des contextes historiques et socioculturels. La CIRADR plus 20 devrait permettre une compréhension actualisée de la réforme agraire et de la réalisation du droit à la terre et au territoire, ainsi qu'un engagement clair des gouvernements à promouvoir la réalisation des droits humains, de la souveraineté alimentaire et de l'agroécologie. Afin d'assurer le suivi de la conférence et un impact durable, la CIRADR plus 20 devrait également définir des mesures concrètes pour assurer la mise en œuvre de ces recommandations par le biais de mécanismes institutionnels, notamment des forums multilatéraux mondiaux tels que la FAO et le CSA, et des forums multilatéraux régionaux de coordination. Plus précisément, ces mécanismes devraient
soutenir les processus nationaux et régionaux visant à faire progresser les réformes agraires et les politiques foncières pour promouvoir la responsabilisation et mettre en œuvre des mécanismes visant à assurer le suivi et la surveillance du respect par les États de leurs engagements et obligations en vertu du droit international des droits de l'homme et du droit environnemental. Et ce sont les grandes lignes pour avoir en compte et auxquelles nous devons faire face. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était une super présentation pour donner la priorité aux droits des personnes qui sont marginalisées dans ces communautés, surtout les femmes, les personnes jeunes, les autochtones. Non seulement pour le droit aux terres, mais ce sont des pratiques qui sont très importantes pour l'avenir en agroécologie, en biodiversité. Et c'est bien de voir dans ces cours d'action ce qu'on veut voir pour le CIRADRE +20. Donc, on a eu plusieurs points de vue de différents angles, plusieurs messages. Et maintenant, on veut aller vers des personnes qui sont très haut placées dans leur gouvernance et qui sont mêlées à ces politiques concernant les événements que nous allons avoir les années suivantes. Donc, je demande maintenant à Monsieur José Quiroga, qui va s'occuper de la conférence l'année prochaine, du CIRADRE +20. J'aimerais que vous nous disiez pourquoi la Colombie a donné priorité à cette réforme agraire. On espère, qu'est-ce que vous pensez pouvoir atteindre à travers cette conférence l'année prochaine? Bonjour à toutes et à tous. Je vais partager mon écran pour vous montrer une présentation pour qu'on puisse voir quelques données qui vont vous montrer pourquoi c'est important d'avoir une conférence de plus l'année prochaine. Donc, j'aimerais commencer par vous raconter un petit peu que présentement, nous avons une politique en réforme agraire qui vise justement à aller au-delà de ces situations d'inégalité dans les zones rurales de Colombie. Et j'aimerais vous donner quelques chiffres plus importants. Donc, tout d'abord, lorsqu'on on a entendu les interventions antérieures, vous dire que 65% des zones rurales des terres est concentrée sur 1% du total des propriétaires. Donc, c'est une distribution très inégale des terres. Et au-delà de cela, ce qui est très préoccupant, c'est que 42% du total des propriétaires détiennent moins d'1% total de la superficie. Ça veut dire qu'ils ont des terres de personnes qui viennent sous les unions agricoles familiales, mais ces terres sont insuffisantes pour pouvoir développer leur activité de production et la production d'aliments et agropécuaires. Et c'est important de vous rappeler cela, car 8 millions de familles colombiennes vivent sur moins d'1 hectare de la population de ces zones rurales. Et dans ce contexte, 80% des propriétaires ont accès à moins de 4% des terres disponibles sur le territoire national. Donc à cela, on peut ajouter, dans le contexte colombien, une inégalité sur la distribution des terres. Dans notre cas, nous sommes parmi les pays les plus inégaux de la région et la plus grande partie de la population rurale, des agriculteurs, des autochtones et de la population noire ne possèdent pas de titre de papier pour les terres.
Et de plus, nous avons un contexte armé qui a lieu en Colombie et de cette façon, ils ont été désappropriés de 10 millions d'hectares. Et les agriculteurs autochtones, la population noire, ont dû quitter leur territoire dû à ces conflits armés. Donc tout cela a été alimenté pendant beaucoup de temps. Et la guerre a eu pour conséquence, dans ce contexte national, régional, et a transformé le contexte national dans différentes régions. Et tout cela dû à la lutte pour les terres qui a mené à plusieurs situations difficiles de douleur, de violence. La réforme agraire est justement nécessaire et urgente pour que l'on puisse parvenir à changer cette situation. La Colombie est justement un des pays les plus divers au monde, les plus variés, où nous avons plusieurs écosystèmes, plusieurs caractéristiques. Et nous avons un potentiel énorme pour la production, car nous pouvons réaliser ces activités d'agriculture qui se trouvent sur 40 millions d'hectares, 27% de tout le territoire. Et les meilleures terres que l'on peut trouver, pourraient avoir une production qui porte beaucoup de fruits, car nous avons plus de 11 millions d'hectares. 27,7% de ce territoire peuvent utiliser ces sols. Comme nous avons un haut indice de concentration, comme nous l'avons dit, nous avons une sous-utilisation des terres car nous n'utilisons pas complètement ces terres. Elles sont sous-utilisées en grande partie et d'un autre côté, il y a également une surutilisation dans un contexte de concentration très dense de personnes ou dans le cas où les personnes n'ont pas suffisamment de terre pour pouvoir mener leur activité. Il y a également une situation d'insécurité alimentaire. 25,5% des foyers en Colombie font face à une insécurité alimentaire au cours des dernières années. 14 millions de personnes ont souffert de cela. Cette insécurité alimentaire a lieu dans les zones rurales et l'insécurité alimentaire qui est beaucoup plus élevée dans ces zones rurales, où 34,2% des personnes connaissent cette situation et 23% des personnes vivent dans des zones urbaines. Les départements où ce problème est le plus fréquent sont la région de La Guajira, du Sucre et de Cordoba, qui sont les départements les plus affectés, où il y a des zones désertifiées et une forte concentration des terres. Et surtout à Cordoba, au Sucre et à La Guajira, pour d'autres raisons que la réforme agraire avance dans ce contexte de la Colombie. Et nous voulons trouver des zones de concentration d'utilisation des sols pour pouvoir redistribuer tout cela par l'achat de terres pour récupérer des terrains vides et pour les livrer aux populations autochtones et noires. En Colombie, nous avons 52 millions, plus de 52 millions d'habitants et la plus grande partie de la population est rurale, entre la population autochtone, des agriculteurs, et nous avons également la population raïsal, où on a vu que cette forte proportion de la population s'identifie comme population agricultrice. Nous avons une population de gitans,
Et Raïsal est une manifestation de la population noire et la politique, surtout avec 10 millions d'agriculteurs. Nous avons également le côté afro de la population noire pour pouvoir distribuer les terres et faire cette réforme agraire. Donc, quel est son objectif? Nous sommes déjà passés par 3 crises qui sont communes à tous les pays. Des crises climatiques qui sont de plus en plus fortes, des conflits de plus grande ampleur de par les guerres, et nous ne sommes pas éloignés de cela. Nous voyons cela en Europe, en Afrique, et comment ces conflits armés ont augmenté et empiré des crises. Et la crise de la faim également, qui s'accroît constamment, tout comme la désertification des sols et la crise climatique, qui ont un potentiel pour aggraver ces problèmes. La réforme agraire veut récupérer, redistribuer, restituer, reconnaître et restaurer les terres. Et en Colombie, nous avançons dans ces politiques. Une politique agroalimentaire qui veut justement répondre aux besoins d'aliments et garantir ces droits humains que tout être humain a de s'alimenter correctement et la capacité de pouvoir exporter des aliments compte tenu des caractéristiques mentionnées plus tôt concernant les sols. Nous avons également toute une question de modernisation des biens publics et ruraux sur laquelle nous avançons, car c'est une proposition et une nécessité. Et cela nous a permis en Colombie d'avoir une croissance économique durable et constant. Et le secteur économique qui a le plus avancé est celui-là, tout en cherchant une justice agraire et cherchant à faire une relation entre le côté rural et agraire sans aucun type d'antagonisme, mais comme une relation où les zones rurales auront la possibilité de garantir ces projets et d'acquérir des terres. Nous allons parler maintenant des réformes constitutionnelles, de la reconnaissance des agriculteurs, la création de la juridiction agraire et rurale, la garantie aux droits humains à l'alimentation, des droits humains à l'alimentation. Nous avons réussi à avancer dans ce domaine institutionnel en donnant des terres pour la production d'aliments pour les femmes, d'avancer dans ces mécanismes de production et d'achat de terres, en réactivant le CIRARD avec l'amplification et la protection des territoires des communautés noires, Raïsal et du Palenque, avec des accords environnementaux pour pouvoir protéger ces entités et la protection des aliments avec des zones de réserve forestière. Nous sommes d'un autre côté en train de protéger ces zones rurales, ces sols, face aux menaces de désertification des sols avec ces activités d'extraction minière, d'exploitation minière qui peuvent compromettre ces sols. Nous voyons qu'une grande partie des zones des Andes sont en train de protéger cette région. Excusez-moi. Merci beaucoup. Nous n'avons plus de temps. Apparemment, la transmission s'est arrêtée. Nous allons avoir un peu plus de temps. Nous aurons plus de temps pour que vous puissiez complémenter votre discours. Votre discours est très important concernant la justice agraire pour avec des exemples qui nous inspirent beaucoup et qui nous montrent comment le gouvernement a pu. Notre troisième interlocuteur maintenant, nous allons passer la parole
au Brésil, où Shirley Abreu va parler de la réponse nationale du Brésil sur cette question, sur cette feuille de route. Et c'est très intéressant de pouvoir écouter quelqu'un du Brésil puisque vous allez siéger la COP 30 en novembre. Et c'est un point d'entrée, disons cela comme ça, pour voir cette synergie entre la Terre et les questions environnementales et le climat. Que pouvons-nous attendre et comment pouvons-nous voir cela pour la COP 30? Bonjour. Je vais essayer de... Est-ce que vous arrivez à voir mon écran, l'écran que je partage? Oui, oui, c'est bon, on peut voir votre écran, Shirley. Donc tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'offrir la possibilité de participer. Je suis directrice nationale de gouvernance foncière au ministère du Développement agraire. Le ministère du Développement agraire, le territoire brésilien est le 5e plus grand du monde. On parle approximativement de 8,5 millions de kilomètres carrés. Donc on a vraiment un énorme défi. On a près de 6,5 millions de propriétés rurales, 1,5 million desquelles ont été géoréférencées. On a commencé donc notre gouvernement après un coup d'État et nos institutions, notamment les institutions du développement agraire, ont été démantelées. Donc pendant le gouvernement Lula auquel j'appartiens, on a reconstruit le ministère du développement agraire et on inclut notamment la question donc de la gouvernance de la terre comme étant un haut risque pour l'administration publique. Qu'est-ce que ça prend en considération, ça? L'augmentation de la déforestation illégale, les incendies de forêt, les connaissances partielles de l'occupation du territoire brésilien par l'État, énormément de propriétés qui ne sont pas régularisées du point de vue foncier. On a des difficultés d'articulation entre des institutions responsables de la production de données. Au Brésil, on a de nombreuses institutions qui travaillent à la production de données rurales. Une absence d'intégration de ces systèmes, entre ces systèmes, de ces différents organes ministériels, et la vulnérabilité territoriale des populations traditionnelles, sans parler de l'augmentation de la concentration de terres, des terres, notamment pendant ces 10 dernières années, et des assassinats en région rurale. Nous avons donc commencé notre mandat au gouvernement en faisant une proposition de politique nationale de gouvernance de la terre et à travers un programme de régularisation foncière, en priorisant donc des agriculteurs familiers, des paysans et des communautés traditionnelles. Nous sommes actuellement en train de rédiger donc les documents qui vont encadrer donc ces négociations avec les autres ministères notamment. Nous avons la création d'un nouveau cadastre rural en utilisant donc l'ISO 19152, un cadastre basique, un registre basique, disons. L'intégration à travers donc des cadastres systématiques. On a une autre question qui a été très importante pour nous, ça a été la reprise de la réforme agraire. La réforme agraire a été paralysée pendant les 10 dernières années et on a créé un programme qui s'appelle Notre Terre, qui est une façon d'acquérir, donc une nouvelle façon d'acquérir de la terre, notamment des biens immobiliers, des terres qui appartiennent notamment au pouvoir public fédéral notamment. Et il est important de dire que toutes ces politiques publiques qui sont développées par notre gouvernement s'inscrivent dans les directives volontaires de la gouvernance de la terre. L'État brésilien a de nombreuses terres publiques. Le gouvernement fédéral, mais aussi les États fédérés. Une autre question importante aussi, c'est la question de l'association rurale. On a de plus en plus de jeunes qui quittent les régions rurales pour aller en ville. C'est une situation que le monde entier connaît d'ailleurs. Et à travers le programme national de crédit foncier
d'accès à la terre. On recherche donc à créer des conditions d'accès à la terre facilitées pour ces jeunes, avec donc des taux d'intérêt très faibles, 0,5 à peu près. Bref, des conditions de remboursement également de ce prêt qui sont simplifiées. Et on prend en considération le temps d'école afin de faciliter, donc d'attribuer ces conditions facilitées d'accès à la terre. Sans parler de l'assistance technique que reçoivent ces jeunes une fois qu'ils ont accès à la terre. On a développé, on travaille également sur une chambre technique de destination, hein, principalement dans la région de l'Amazonie légale. On a près de 48 millions d'hectares qui sont non destinés encore, hein, et la priorité de cette destination, c'est les populations traditionnelles, autochtones, d'origine marron, hein, donc afrodescendante. Et c'est à travers cette chambre technique de destination, disons, qu'on essaye de réunir de nombreux membres du gouvernement, d'autres ministères, pour proposer une approche territoriale qui nous permette de standardiser un minimum les données ONI produites par différents organes et assurer la transparence au moment de la destination des terres, hein, de l'attribution de ces terres, visant à privilégier donc les populations traditionnelles, comme on vient de le dire. C'est important de dire, je pense que le gouvernement fédéral a 48 millions d'hectares qui vont être attribués encore, mais les défis des gouvernements qui constituent notre gouvernement national sont tels que nous avons énormément d'hectares qui doivent être attribués. C'est pour cette raison qu'il est si important de renforcer l'État brésilien, de soutenir le renforcement de l'État brésilien dans ce processus. On a le programme également Territoire forestier qui, pour la première fois, avec le ministère de l'Environnement et le ministère du Développement agraire, va nous donner l'occasion de reconnaître donc les populations traditionnelles et de leur donner des titres d'usage, de tenure de ces terres, hein. Nous travaillons actuellement donc sur 40 parcelles de terre et on a plus de 8 millions d'hectares qui ont déjà été travaillés dans le cadre de ce programme et nous avons plus de 100 communautés traditionnelles qui ont été identifiées afin d'être régularisées. Et enfin, le projet Terre du Brésil, qui est un projet qui va travailler exactement auprès des États fédérés brésiliens pour que l'on puisse prendre en considération leur capacité de reconnaissance de toute la base de tout le territoire national. Nous avons certains modules dans cette plateforme que nous avons développée, hein, ce sont des plateformes de destination de terre qui priorisent donc le module de population traditionnelle, la régularisation, le module de régularisation foncière également, on a le module de crédit foncier et on a le module de l'intelligence foncière. Donc pour nous, c'est très important, cette plateforme est très importante puisque ça va être une plateforme publique, ouverte, les gens vont pouvoir y accéder, prendre connaissance des informations qui s'y trouvent et discuter le territoire brésilien de façon plus transparente et démocratique. Enfin, je voudrais vous dire qu'il n'existe pas de réforme agraire et régularisation foncière sans démocratie. L'histoire du Brésil en est la preuve. Merci beaucoup. Excusez-moi, Mélissa, on ne vous entend pas. Merci encore pour cet exposé fantastique qui nous permet véritablement de bien voir les efforts qui sont en cours actuellement au Brésil, à une époque, à un moment justement où
les questions foncières sont absolument essentielles, notamment pour la subsistance des populations, des communautés, et pour l'économie de façon générale, dans un pays donc, qui propose des nouveautés, des innovations qui ouvrent la voie vers un agenda qui permet donc de mieux connecter cet agenda aux questions climatiques également. La terre donc, est une question absolument centrale et la gouvernance de la terre notamment, et c'est le cas également en Afrique du Sud, où nous avons donc des situations très inspirantes qui sont en cours également en Afrique du Sud au sujet donc, de la réforme agraire. Des choses qui, depuis quelques années, sont en cours aussi. Terry Sandov, vous allez donc prendre la parole pour nous parler un petit peu des perspectives sud-africaines, du gouvernement sud-africain notamment. C'est super si on peut vous entendre nous parler un petit peu de ça, partager avec nous un petit peu vos expériences avec donc, nos camarades du reste du monde, et peut-être que les défis auxquels vous faites face pourront inspirer également les autres participants de ce webinaire. Terry, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je ne pouvais pas bien vous écouter, Mélissa, mais maintenant, je pense que c'est bon. Merci beaucoup. Je voudrais vous saluer, les organisateurs, tout le panel, tous les participants qui nous écoutent. Comme vous le savez, je suis Terry Sandov, je vis en Afrique du Sud. Je travaille avec le développement rural et du côté du développement de ces affaires. Est-ce qu'on peut changer de diapo, s'il vous plaît? Donc, comme introduction, je vais passer par les diapos car nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, on peut déjà passer à la prochaine diapo. Donc, dans notre pays, la Constitution garantit vraiment les droits et les devoirs qui sont sous-jacents à la réforme agraire, les droits à la propriété des terres et en même temps les obligations de l'État pour donner des terres à ceux qui ont vu ce droit nié et pour assurer qu'il y ait un accès équitable aux terres pour offrir cette réparation aux personnes qui ont été expulsées et qui ont perdu leur propriété suite à des pratiques de loi discriminatoires du pays. Donc, quant à la démographie de notre pays, 90% des propriétés d'autochtones, de personnes noires, ont été confinées à 13% des terres, alors que 10% des Blancs d'Afrique du Sud avaient accès à 87% des terres. C'est ainsi que le pays a été placé. Nous avons 70% du pays qui sont des terres agricoles. Quant à ce que notre Constitution place, c'est qu'il faut prendre des mesures législatives et plus raisonnables pour permettre que les citoyens aient accès aux terres sur des bases équitables. Cette partie de notre Constitution travaille avec ce qu'on appelle la distribution foncière. Et elle porte sur des personnes et des communautés qui ont vu leurs terres confisquées suite à des pratiques, des lois discriminatoires antérieures dans ces mesures prévues par une loi du Parlement. Et la restitution de ces propriétés pour beaucoup de personnes de notre pays, encore une fois, qui n'ont pas droit aux terres. Et cela est dû aux lois de l'apartheid précédent. Une question qui est soulignée est que les personnes qui ont eu leurs terres confisquées, on parle de réparation par restitution et c'est le point 25/7
de notre Constitution. Donc en termes de politique, on souligne l'importance de la durabilité en termes de réforme agraire, la participation locale pour la prise de décision, l'égalité des genres qui doit être soutenue par la réforme agraire. On parle de la viabilité économique de la réforme agraire concernant les intérêts agraires et porte sur des questions de durabilité environnementale également. Prochaine diapo. Concernant la redistribution des terres, je vais me concentrer un petit peu sur ce point. Notre Constitution a pour objectif de fournir aux plus démunis des terres pour des fins résidentielles et pour la production, afin d'améliorer leurs moyens de survie. Et c'est un outil unique et flexible qui peut couvrir tout ce qui est plus varié pour aider les travailleurs urbains et ruraux et les agriculteurs émergents. Prochaine diapo. Donc, plusieurs instruments ont été utilisés, plusieurs outils pour la restitution et la redistribution et des réformes de la possession de ces terres. Dans ce cas, l'État nous fournit des fonds sous forme de ressources pour cette redistribution afin d'augmenter le nombre de personnes qui ont vu leur titre négligé, nié. Et nous avons un système de location des terres et dans ce sens, l'État obtient ces terres et les rend disponibles pour la location de façon complète. Ça peut être une location simple ou une location complète en fonction du type de régime foncier qui est choisi. Donc ça peut être un bail et c'est le progrès que nous avons atteint à travers l'intervention de l'État qui montre que 5,3 millions d'hectares ont été redistribués et avec ces régimes de possession des terres et la restitution des droits sur les terres qui a eu son incidence sur 3,8 millions d'hectares et avec un total de 9,1 millions d'hectares de terres acquéries et redistribuées au sein de notre programme. Et concernant les coûts, ça nous a déjà coûté plus de 64 milliards d'euros de notre monnaie locale. Je n'ai pas fait la conversion, mais c'est un taux très élevé. Et cela inclut également en termes de restitution. Cela signifie que les personnes peuvent obtenir des terres ou des compensations financières. Je pense qu'autour de 20 milliards ont été utilisés pour cela. Donc ce programme de redistribution des terres s'efforce pour répondre à tous ces besoins de terre en garantissant que les plus démunis, les plus vulnérables, les groupes qui n'ont pas accès aux terres soient mis en priorité pour encourager le développement durable environnemental et en fonction de ces programmes de restitution et de possession des terres. Nous sommes encore loin d'une réforme qui puisse vraiment garantir un accès équitable aux terres
et toutes ces questions de possession des terres. Mais c'est un travail qui est en cours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Terry. C'était excellent. Certaines personnes ont dit que mon son n'était pas bon. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'écoutez mieux maintenant? Je vais parler plus fort. Nous passons maintenant aux questions et réponses. Donc, tout d'abord, vous pouvez continuer à poser vos questions par le chat. On va ensuite passer la parole aux intervenants, aux interlocuteurs, et nous vous rappelons qu'il faut, s'il vous plaît, parler doucement, avec des pauses pour aider nos interprètes. Ils travaillent très bien. C'est un événement polyglotte en 4 langues et nous pouvons toujours les aider en parlant de façon plus posée. Donc la première question qui nous est parvenue, qui vient de Hamamet Mohamed: comment pouvons-nous garantir que les réformes agraires, sous le prétexte de la souveraineté, incluent le principe sacré des terres autochtones et des communautés plus traditionnelles? Donc, c'est plutôt une ressource économique, mais il y a cette relation tellurique auprès des communautés. Donc, comment pouvons-nous garantir que ces principes fassent partie de la discussion? J'aimerais poser cette question à Massa tout d'abord, puisque c'est lui qui a parlé de cela d'abord au cours de son discours. Comment les réunions peuvent incorporer concernant Oui, les personnes qui les occupent? Massa, vous êtes parmi nous? oui, je suis là. Allô, vous me recevez? Ah, ok, Oui, très bien, ok. Massa, on vous entend très bien. Oui, la réforme agraire peut vraiment garantir les terres des communautés locales dans le contexte qui soit contraignant. Si nous avons des réformes agraires contraignantes qui sont légiférées dans nos lois nationales, donc qui obligent les politiques à inclure les communautés, pas dans la redistribution des terres, mais dans la gestion des terres. D'abord, que les droits des communautés soient de ces terres, ça veut dire reconnaître la légitimité, transformer la légalité. Dans nos pays, les communautés ont une légitimité, mais ils n'ont pas de légalité. Légalité, c'est quoi? Et que l'égalité, c'est avoir un bout de papier qui matérialise la légitimité des communautés sur ces terres. Et c'est ce qu'on n'a pas. Les communautés autochtones ne l'ont pas, les communautés locales ne l'ont pas. Seuls ceux qui travaillent dans les spéculations foncières, l'immobilier, l'extractivisme, ont des documents légaux contre la légitimité des communautés qui vivent sur ces terres et qui ont veillé sur ces terres depuis des siècles. Donc, une réforme agraire qui sort avec des directives contraignantes peuvent obliger nos États à respecter et à légiférer à la reconnaissance des terres des communautés. Donc, c'est possible qu'une réforme agraire peut garantir la reconnaissance des terres des communautés et leur inclusion à la gouvernance foncière. Merci. C'est très clair, Massa. Merci beaucoup. C'est super. Merci beaucoup. Nous avons une autre question très intéressante qui vient d'être posée. C'est Norma Balcaza qui demande: qu'est-ce qu'il en est de l'accaparement de terres par les cartels criminels organisés? Est-ce que ça fait partie de cette discussion aujourd'hui? Et si oui, comment faire? Je me demandais si les collègues de Colombie, notamment José, notamment,
peut-être aurait quelque chose à dire à ce sujet-là. La Colombie, c'est un pays qui a une expérience de nombreux conflits, notamment dans le passé, et les défis qui sont associés au crime organisé, aux cartels criminels, sont des défis très importants pour la Colombie. Donc, José, est-ce que vous pouvez nous donner partager vos lumières avec nous au sujet de cette discussion concernant donc la tenure foncière et le régime foncier? L'un des principaux défis, effectivement, qui existent vis-à-vis des mafias et des groupes armés, ce sont des politiques publiques qui recherchent à faire des enquêtes, tout d'abord, hein, faire des enquêtes et ensuite faire venir les responsables donc de l'abandon et des expulsions devant les juges. Et le troisième point, c'est rendre les terres qui ont été accaparées, volées à ceux à qui elles appartenaient. Nous avons une loi en Colombie pour restituer la terre aux paysans et aux paysannes. Et nous avons également certains décrets, des lois donc, qui visent cette restitution donc, des droits et des terres à des communautés autochtones et à des communautés noires. Dans le contexte colombien, on parle d'à peu près 10 millions d'hectares qu'on a essayé de restituer puisque les acteurs armés s'en sont appropriés. Et l'autre chemin qu'on peut parcourir, c'est que les biens qui ont été acquis par le narcotrafic, avec de l'argent du narcotrafic, sont utilisés également pour être redistribués aux paysans et aux paysannes et aux populations ethniques également. C'est-à-dire que des terres qui ont été achetées à partir donc d'activités illicites et qui font l'objet actuellement donc d'une procédure juridique pour redistribuer donc ces biens à des organisations sociales, paysannes et ethniques afin qu'à leur tour, elles puissent utiliser donc ces terres et ces biens. Donc, je pense que là, c'est un élément de réponse important qu'il s'agit d'approfondir. C'est de mobiliser la justice, de restituer matériellement ce qui a été retiré de la main des paysans et des communautés et identifier les victimes également pour qu'elles puissent être compensées, disons, et récupérer leurs terres. Merci beaucoup. C'est des éléments très intéressants qui nous arrivent là de la Colombie. Nous avons une question maintenant qui est la suivante. Quelles alternatives pour les femmes pour garantir leur accès à la propriété? On a des contextes très, très différents, notamment des contextes où l'héritage est limité pour les femmes, qui donc restreint énormément l'accès à la terre pour les femmes. C'est une discussion également sur l'égalité de genre, sur les droits des femmes, mais qui est essentielle pour la production des aliments, tout simplement pour la subsistance. Et c'est toujours une discussion qui est floue. Donc, la question est de Souad Mahmoud, c'est ça. Quelles sont les alternatives qu'on peut développer pour garantir donc l'accès aux terres malgré les limites qui sont imposées au niveau de l'héritage? Massa, vous voulez peut-être partager votre réflexion là-dessus? Et nous avons peut-être d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole aussi, d'Amérique latine notamment, ça peut être intéressant, qui peuvent partager leur perspective. Donc Massa, allez-y. Oui, et je voulais vraiment partager mon expérience sur la question des femmes et des jeunes à la terre, surtout sur l'héritage. Et nous, c'est une stratégie qu'on a essayé de développer. Il ne s'agit pas seulement d'avoir que l'État public, l'État de la nation légifère avec des lois pour que les communautés puissent les respecter. Ça, c'est la dimension culturelle et patriarcale de la gestion foncière. Et là, maintenant, nous avons développé l'alliance des chefs et rois, l'alliance des chefs et rois de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre. Et d'abord, c'est une vide qu'on avait laissée dans notre lutte, considérée comme si c'est eux qui sont les dangers. Nous avons essayé de les organiser et les impliquer dans l'accès des femmes et des jeunes à la terre. Et d'abord, ils ont été des alliés, mais ils sont des cibles de plaidoyer. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, nous avons engagé une sensibilisation au sein des communautés pour que la jeunesse qui grandisse au sein de ces passés, le jeune d'aujourd'hui est le papa de demain, est le vieux de demain. Donc, ils grandissent avec... Ils sont sensibilisés, ils font partir des mécanismes qui se battent auprès de leur maman pour leur accession à la terre. Et là, maintenant, c'est un processus qui se déclenche. Et là, les vieux, s'ils refusent, ils vont mourir.
parce que l'âge va avec l'âge et la jeunesse va grandir avec cette mentalité d'échange, de mentalité pour la redistribution des terres. De trois, maintenant, c'est l'explication claire de la religion. Nous avons eu une religion interprétée de façon patriarcale. Et aujourd'hui, avec l'évolution du temps, beaucoup de recherches ont prouvé que l'explication claire de cette religion est écarter cette religion de nos valeurs culturelles et traditionnelles. La religion, c'est la croyance monothéiste à Dieu, mais la vie sociale, la religion peut répercuter sur la vie sociale, mais n'impacte pas en certaines valeurs matriarcales de nos sociétés. Donc, voici les questions que nous, on essaie de mettre en avant. Et aujourd'hui, dans notre loi aussi au Mali, il était très clair que tous les aménagements faits par l'État et les parapublics, 15% de ces terres aménagées appartiennent aux femmes. Et nous sommes organisés en tant qu'organisateurs comme une équipe de veille à ce travail. Voici quelques mécanismes qui peuvent vraiment nous aider, vraiment que ces réformes agraires puissent aider l'accès des femmes à la terre. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut travailler sur nos us et coutumes dans nos propres communautés pour les faire évoluer, changer de mentalité, évoluer parce que ces us et coutumes venaient au temps de la guerre. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au temps de la guerre, mais nous sommes au temps de la modernité, de la démocratie et de la légalité. Merci. Nouri Martinez veut aussi répondre à cette question. Donc, Nouri, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Donc, il me semble que lorsque l'on parle de l'accès à la terre et une partie de la démocratisation de cet accès, cela a à voir avec la reconnaissance des femmes pour qu'elles aient accès à ces terres. Car malheureusement, le système patriarcal, comme l'a dit Massa, n'a pas lieu qu'en Afrique, mais de par le monde. Et il y a une discrimination contre les femmes. Lorsque l'on parle de réforme agraire intégrale et démocratique, on veut donner priorité aux territoires où les femmes ont été non seulement discriminées par le régime, mais où nous avons également été victimes de tout ce processus, tous ces conflits qui ont existé, qui ont eu lieu. Donc une partie de ce que nous proposons est de donner une priorité aux femmes pour cet accès aux terres. Et concernant la propriété collective, que ce ne soit pas que pour les territoires ethniques, mais qu'en tant qu'agriculteurs, comme nous l'avons dit, c'est très important que ce travail soit réalisé de façon collective, car en tant que femmes, nous ne produisons pas que des aliments, ce sont des aliments produits à travers tous ces potagers, mais toute cette articulation avec, sur le territoire, avec les communautés, tout ce que cela implique. Donc c'est par conséquent, ça devrait être une priorité de donner l'accès aux terres aux femmes. Mélissa, nous ne pouvons pas vous écouter, encore une fois, vous entendre. Eu acho que a gente não está ouvindo je pense qu'on n'entend pas Mélissa. Mélissa, nous ne pouvons toujours pas vous écouter. Mélissa, on peut vous voir, on voit que votre micro est actif, mais nous ne pouvons pas vous écouter.
Ah, on vient de vous écouter. Vous m'entendez? Oui? Ah, ouf. Désolée, vraiment désolée pour cela. Si vous pouvez, m'écouter maintenant, je veux introduire des mots qui ont replacé Benjamin Davis sur ce panel de la FAO. Il y a eu des commentaires très importants sur le chat en soutien aux droits des femmes et qui veut qu'on s'intéresse à cet équilibre entre les genres, qui est une question critique lorsque l'on parle de l'accès des femmes aux terres, non seulement de façon formelle, mais pour qu'elles puissent assumer leur pleine citoyenneté. Donc merci beaucoup et j'aimerais maintenant passer la parole à Howard pour qu'il réponde à une question. Donc, jusqu'à quel point les directives de 2012 volontaires de la FAO, créées il y a déjà 15 ans, bientôt 15 ans, sur cette gouvernance responsable, sont d'actualité pour pouvoir lutter contre l'appropriation. Et ce serait très important d'écouter les personnes de la FAO et jusqu'à où pouvons-nous utiliser ces façons imméritées ou rajouter quelque chose? Merci beaucoup, bonjour, bonsoir. Je suis très heureux de participer ici et de remplacer Ben. Donc pour nous, les directives volontaires sont très valides encore. Bien sûr qu'il peut y avoir de nouveaux contextes apportés par les changements climatiques qui existaient déjà en 2012. Mais qui sont maintenant plus prononcées. Et l'agriculture commerciale a également progressé au cours de cette dernière décennie, mais les directives volontaires étaient très amples et concernaient un éventail plus large, englobait plus de mesures d'accès à la terre. Et donc, pour le CIRAD +20, la question est apparue, devons-nous avoir de nouvelles directives volontaires, une nouvelle sorte de casting? La discussion a été, il y a eu un consensus, des accords, un accord. Nous n'avons pas besoin de nouvelles directives, mais nous avons besoin de plus d'implémentation. Ce qui est apparu de façon très forte, c'est qu'au cours des dernières 20 années, nous avons promu, beaucoup de pays ont adopté des programmes de réforme agraire dans des domaines politiques, mais jusqu'à quel point cela se traduit sur le territoire et quelle est la portée de cela? Donc nous n'avons pas besoin de nouvelles directives, mais de dédier plus d'efforts concernant l'implémentation des principes mis sur ces directives volontaires. Donc maintenant, je vais passer la parole à José Quiroga qui voulait parler, complémenter la question antérieure, il me semble, concernant les femmes. José, voulez-vous parler, répondre à parler des genres et comment cela se développe dans le contexte de la Colombie? Oui, merci. Bon, dans le contexte colombien, une des questions qui ont été identifiées, et Nouri a souligné cela, c'est que les politiques publiques avaient un abordage de genre
dirigé vers les agricultrices, les autochtones et les agricultrices noires. Donc, il y a eu un programme de, de don des terres aux femmes où nous donnons une priorité aux règles pour que les femmes puissent, de façon plus concentrée et différenciée et de façon plus rapide, avoir accès aux propriétés et à la possession des terres. Non seulement parce qu'elles ont une famille et prennent la succession du mari parce qu'elles se sont mariées, mais qu'elles aient tout simplement le titre de cette terre, le titre des terres, en garantissant que ces terres leur appartiennent et, et non pas que ce ne soit pas le mari, le propriétaire, le compagnon, etc. Face à cela, nous avons établi une sanction de loi qui garantit l'égalité d'opportunités aux femmes agricultrices qui travaillent également dans le secteur de la pêche. Et parmi ces questions, nous cherchons à garantir des droits différenciés pour que les femmes aient accès au crédit, au financement avec des taux avantagés et qu'elles puissent exercer leurs activités dans les zones rurales, qu'elles aient accès à une formation, des entraînements, des instruments qui encouragent ces femmes agricultrices autochtones, noires, pêcheuses, et que ce soit un besoin de renforcer la commercialisation de ces biens, de ces services qu'elles fournissent sur les zones rurales. Je pense que c'est une question très nécessaire de reconnaître cette économie des soins, l'économie des soins entre les femmes, parmi les femmes qui profitent également de ces terres rurales et et pour que ce qu'on reconnaisse, que le gouvernement reconnaisse ces soins et cette économie du care qu'elle réalise sur le champ. Je pense que ce sont des pas que nous donnons déjà et c'est un besoin d'avoir d'aborder cela de façon différenciée pour les femmes agricultrices. Donc maintenant, nous allons passer de ce niveau communautaire. Donc il y a une question. Un des plus grands problèmes, c'est l'agrobusiness qui concentre ce pouvoir sur des institutions d'énormes port allure financière. Donc, quelles mesures les États, les gouvernements doivent prendre pour traiter ce pouvoir corporatif? Et cela travaille certaines questions clés à la racine. C'est toujours une question très difficile d'aborder. Et je me demande si quelqu'un des représentants du gouvernement qui sont présents parmi nous peuvent répondre à cette question. Qu'est-ce que les gouvernements doivent faire pour s'occuper de cette question si spécifique du pouvoir corporatif? Ou peut-être que nos collègues de la FAO ou peut-être des mouvements sociaux peuvent parler de cela. Qu'est-ce que vous aimeriez faire lorsqu'on reconnaît que la concentration du pouvoir entre les mains des entreprises représente une grande partie du et qu'est-ce que les mouvements, les gouvernements devraient être en train de faire dans ce sens? Quelqu'un Oui, peut j'aimerais faire un répondre? commentaire. Je dirais que ça dépend. Il y a plusieurs solutions qui existent. Mais quand vous parlez des États et des pays et de ce qu'ils peuvent faire, eh bien, si l'on parle, ça dépend si on parle des pays
dans lesquels se produisent ces systèmes, ces phénomènes, donc d'accaparement de terre ou pas. Quelle est la responsabilité de ces pays-là, par exemple? C'est une question. Et maintenant, de savoir si est-ce que les États sont des acteurs neutres dans ces processus? C'est une question qu'il faut poser puisque ce n'est pas toujours le cas. Est-ce qu'il y a une application véritablement des VGET et plus particulièrement du consentement libre et éclairé des communautés, des occupants des terres et des territoires? Sont-ils absolument conscients de ce qui se passe? Sont-ils consultés dans le cadre de ces processus? Voilà, ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Mais je voudrais également attirer votre attention sur le fait que les pays qui sont à l'origine de ces phénomènes ont une responsabilité, hein. L'Union européenne, en particulier, a fait face à des questions donc de due diligence, de durabilité corporative, notamment depuis juillet 2024, hein, après avoir voté une motion. Et ils se sont intéressés notamment donc aux situations où les entreprises, les corporations locales ne respectent pas le droit à la terre dans les pays. Malheureusement, donc c'est quelque chose qui n'est pas encore suffisamment mis en œuvre, hein, mais on voit qu'il y a certaines réticences, notamment de la part de certains pays, européens notamment, afin de mettre en œuvre cette directive. Nouri. Nouri, je crois que vous voulez prendre la parole. Nouri Martinez. Oui, je pense que les mouvements sociaux, les mouvements paysans en particulier, nous avons une opinion vis-à-vis de ce que signifie le système corporatif, hein, qui est notamment opéré, qui renvoie donc bien sûr à l'accaparement de terres, mais aussi au système alimentaire de façon générale, hein. Et voilà, c'est exactement ce que l'on vit, la situation que l'on vit actuellement, hein, l'accaparement de terres, la monoculture, l'industrie agroalimentaire, l'agrobusiness, effectivement, sont responsables du réchauffement global, de l'intensification du réchauffement global, dans la mesure où ils produisent de façon intensive. Ils font de l'élevage intensif notamment, ce qui signifie que les produits chimiques qui sont utilisés, les pesticides qui sont utilisés, qui non seulement font du mal à la terre-mère, mais font du mal aussi aux êtres humains, pardon, qui s'alimentent à partir de ces aliments, et qui sont responsables notamment des expulsions de terre de la part du système corporatif face à l'exploitation du minerai, des minerais. Et ce n'est pas seulement pour la question de la production des aliments, mais c'est également pour la fonction sociale de la terre, hein. Ça signifie comment est-ce qu'on produit des aliments pour alimenter, pour nourrir les gens. Avec des aliments, par exemple, il y a des processus de décomposition des aliments, notamment parce qu'ils sont utilisés comme de la marchandise et non pas comme un droit humain. Et ça, c'est important puisque tout ce qui est lié au système corporatif, ça implique de nombreuses analyses et il faut vraiment réfléchir à tout cela, hein. L'accord de libre-échange, par exemple, prévoit de se positionner au-delà des constitutions nationales notamment. Et ça, ce n'est pas acceptable. Il faut prendre ça en considération et il faut que la FAO, la FAO nous écoute nos voix, écoute les solutions qu'on a à proposer pour ces problèmes. C'est super. Je crois que Shirley voulait également ajouter quelque chose, si je ne me trompe pas. Shirley, j'aimerais beaucoup vous entendre parler de votre perspective, mais nous avons également d'autres acteurs financiers qui sont des fonds d'investissement, qui ont joué un rôle important pendant les 10 ou 15 dernières années. Je voudrais donc vous demander quelle est votre perspective afin de véritablement s'intéresser à cette question de l'accaparement de terres. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet-là?
Je pense que c'est important tout d'abord de revenir sur cette question qu'on rencontre au Brésil, en Amérique latine. On parle de plus de 500 ans d'une structure foncière fondamentalement inégalitaire, hein, avec une concentration des terres entre les mains de très peu de personnes, hein. Le pouvoir judiciaire brésilien et le pouvoir judiciaire de quasiment tous les pays d'Amérique latine sont entre les mains, sont dominés par l'industrie agroalimentaire, par l'agrobusiness, hein. Les groupes parlementaires ce qu'on appelle ruralistes, hein, au Brésil sont extrêmement forts. C'est le cas en Colombie également, c'est le cas dans d'autres pays d'Amérique latine. Et on ne peut pas ignorer que les entreprises, notamment les entreprises d'exploitation minière, avancent énormément, et notamment en Amazonie. Moi, je viens d'Amazonie, je suis fille donc de communautés traditionnelles qui vivent des ressources, de l'extraction des ressources de la nature, et on sait très bien la façon avec laquelle ces entreprises arrivent en Amazonie. Et ce n'est pas seulement ça d'ailleurs, on a aussi la question de la lutte contre l'accaparement de terres, on a la création de nouvelles politiques environnementales, on a une discontinuité des politiques environnementales qu'on constate, hein. À chaque fois qu'on reprend ces politiques publiques, on doit tout recommencer quasiment de zéro en fin de compte. Euh, Et on ne peut pas ignorer aussi le fait que, en plus de ce qu'a vécu la Colombie, hein, de ce qu'on vit actuellement en Amazonie brésilienne, on ne peut pas ignorer des problèmes que l'on vit avec des factions criminelles, hein, liées au trafic de drogue, des problèmes que l'on vit avec des factions criminelles liées à l'exploitation minière, l'orpaillage. Donc voilà, tout un tas de préoccupations vis-à-vis desquelles les partenariats internationaux sont importants pour nous. Moi, je suis très inquiète vis-à-vis de cette question du carbone, par exemple. Euh, et là, je ne parle pas en tant que représentant du gouvernement, mais plutôt en tant que mouvement social d'où je viens. Je dois dire que cette question du carbone, c'est une forme d'accaparement aussi, hein. C'est un accaparement différent, certes, mais c'est un accaparement qui apporte de nombreux problèmes aux populations traditionnelles. Et tout ça doit être analysé de près. Ce n'est pas un processus qui est facile à évaluer. Ce n'est pas seulement un gouvernement qui va résoudre ça. Oui, merci pour votre contribution. Vous avez répondu d'une certaine façon à une autre question qui a été soulevée antérieurement, hein, qui était pourquoi est-ce que l'on voit des réformes qui sont mises en œuvre, qui ont été mises en œuvre 15-20 ans déjà en arrière et qui sont démantelées actuellement, hein. On voit ce qui s'est passé par exemple en Inde et on voit ce qui se passe en Amazonie, bien sûr, hein, des choses qui se produisent ailleurs aussi. On a donc de nouvelles pressions qui sont exercées liées au carbone, liées à l'agenda vert, liées à l'agenda corporatif de façon générale qui émergent. Massa Koné, je crois que vous voulez prendre la parole également. Et je me demande, Massa, si vous pouvez également peut-être partager avec nous aussi vos impressions concernant une autre question qui a été posée, qui est: qu'en est-il de l'avenir de la réforme agraire? Est-ce qu'elle peut mieux refléter véritablement les besoins des pêcheurs artisanaux, des populations pastorales, des communautés forestières? Puisque nous avons le VGT, notamment, c'est ce type de communauté. On a bien vu véritablement que dans votre région en particulier, dans la région du Sahel, c'est un enjeu qui est essentiel. Massa, on vous écoute. Oui, merci. Ça tombe à point nommé, hein. Moi, je suis jusqu'à Kodjelil maintenant, dans les zones sylvo-pastorales de Dakar, du Sénégal. Je suis dans les zones sylvo-pastorales du Sénégal. Donc, c'est à partir de Kodjelil ici que je suis en train de faire ces zones sylvo-pastorales. L'avenir de l'élevage des zones forestières, vraiment, la première des choses d'abord que nous devrons mettre en avant d'abord, c'est que nos États ne doivent pas se laisser manipuler par les nouvelles formes d'accaparement des terres. Ça, c'est très important. Parce que les États se font complices en disant qu'ils respectent les règles des bonnes solutions. Et ils cèdent beaucoup de terres aux multinationales pour des crédits carbone, pour faire des grands espaces d'élevage au détriment des communautés. L'activité des communautés telles que nous sommes dans une zone d'élevage, l'activité est à 100% pastorale, de père en fils, depuis des siècles. Maintenant, quand on permet aux États de se laisser manipuler, soi-disant, la souveraineté alimentaire, de céder des milliers et des milliers d'hectares de ces zones au détriment de ces communautés, crée d'abord la famine, mais l'insécurité. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on regarde le qui ne dit pas son
Massa, on vous a perdu. Massa, on ne vous entend plus. Je ne sais pas si vous êtes là, Massa. Apparemment, on a perdu Massa. En tout cas, je pense qu'il a soulevé un point central, hein. Il nous reste très peu de temps, donc je vais maintenant me diriger vers la fin, vers les conclusions. Mais dans un instant, je voudrais savoir, tout d'abord, je voudrais savoir si les intervenants souhaiteraient apporter une contribution finale, peut-être une phrase, un appel à action, peut-être. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous aimeriez voir pendant ICARD plus 20, l'ICARD plus 20? Réfléchissez à ça. Si vous avez une phrase à partager avec nous, s'il vous plaît, à ce sujet-là. Moi, l'impression que j'ai après cet incroyable échange qu'on vient d'avoir, hein, c'est d'abord que je voudrais vous remercier profondément pour avoir partagé un petit peu vos impressions de ce que l'on vit actuellement concernant la terre, les questions foncières, au sujet de la souveraineté alimentaire, au sujet des enjeux actuels, mais aussi au sujet des moyens de subsistance pour les communautés et les populations. Voilà, ce sont là des questions qu'on a abordées à travers plusieurs perspectives. On a parlé de la santé, du bien-être, de la résilience vis-à-vis du changement climatique, des liens avec la nature, mais voilà, on doit se concentrer véritablement sur les droits fondamentaux et les relations qu'entretiennent les communautés. Je pense, dans un deuxième temps, qu'on doit véritablement s'intéresser aux inégalités foncières. La production alimentaire est intrinsèquement liée à cette question et on voit que les petits producteurs sont très exposés à la vulnérabilité, sont très vulnérabilisés et nous voyons que les femmes, les jeunes en particulier, les peuples autochtones, mais aussi les populations qui dépendent de la terre, hein, les pêcheurs et les pêcheuses, celles et ceux qui dépendent de la forêt. Donc, nous devons véritablement réfléchir aux intersections qui caractérisent ces inégalités. Et dans un troisième temps, je dirais que nous avons véritablement besoin d'intervention politique. Nous avons un cadre, nous avons un cadre qui est toujours pertinent d'ailleurs, hein. Nous devons avancer de façon plus ferme, c'est sûr, mais nous avons également besoin d'interventions techniques, mais aussi d'engagement politique pour faire en sorte que les engagements qui sont pris puissent prendre forme véritablement et que l'on parvienne à avancer dans cet agenda. Nous avons des communautés, des mouvements sociaux, des mouvements communautaires qui sont engagés. Nous avons des gouvernements qui sont engagés aussi au niveau multilatéral d'ailleurs, hein, dans ces discussions, dans ces échanges qui sont pris très au sérieux. Et enfin, la réforme agraire, ce n'est pas seulement un exercice sur le papier, c'est également un engagement vers la transformation. Et je voudrais conclure en demandant donc aux participants peut-être donc de partager une phrase qui puisse nous apporter un peu d'espoir également, notamment en vue de l'ICARD plus 20. Shirley, peut-être, est-ce que vous souhaitez commencer? Shirley, peut-être qu'on vous a perdu, je ne sais pas. Je pense que si on parle de la gouvernance foncière, ne doit pas être abordée comme une question locale mais mondiale. La question environnementale n'appartient pas qu'à un seul peuple, c'est un problème mondial et on peut terminer avec une phrase: il n'y a pas de gouvernance foncière sans démocratie. Oui, superbe, quel message vital vous nous avez transmis. José, quel est votre message en tant que, alors que la Colombie, ça va être mondialement vue avec le CIRARD plus 20. Donc le besoin d'une réforme agraire, une restructuration équitable de la terre est une des possibilités très, des seules possibilités qui nous restent pour garantir l'accès à l'alimentation
adéquate pour les prochaines générations qui passent par les agriculteurs, les populations autochtones, noires. Cette deuxième conférence est une opportunité pour que les États s'engagent, dialoguent et écoutent les organisations sociales et que les peuples du monde sur le chemin à suivre pour garantir l'avenir proche. Donc, j'aimerais vous inviter, bien évidemment, à Carthagène en 2026. Merci beaucoup. Merci beaucoup, José. Donc, la démocratie, la solidarité sont les appels de cette réunion, sont ce que vous nous encouragez à voir. Donc, beaucoup d'espoir concernant cette conférence globale mondiale, CIRARD +20. Merci beaucoup à tous les participants, tous les intervenants, interlocuteurs. Nous allons vous envoyer le lien pour l'enregistrement de ce webinaire pour que vous puissiez partager cette réunion. Merci beaucoup à toute l'équipe technique qui nous a aidés, nous a permis de réaliser cet événement. Et nous avons quelques mois très importants qui nous attendent à l'avenir. Donc, merci beaucoup. Allons de l'avant.